Rebonsoir et bienvenue encore une fois à notre émission Angle Mort sur CLM TV. Avant d'entamer la seconde partie, Tarek Hafer, tu as Oui, des détails sur des précisions, oui. des précisions sur l'avis Oui. d'attribution provisoire d'Air Algérie. Oui, oui, tout à fait. En fait, ce qu'on avait dit tout à l'heure, qu'il y aurait dérogation pour Air Algérie d'aller vers le leasing. Donc c'est fait, effectivement. Donc on a 15 appareils qu'on a cités tout à l'heure. Comme achat, ferme, donc avis. Voilà, mais c'est bien sûr un avis d'acquisition provisoire, donc l'avis provisoire d'acquisition. Oui, et en leasing, qui est quand même une première en Algérie, et c'est excellent. Donc, on a 10 appareils, donc on a 4 moyens courriers. Pour l'achat, nous avons 15, et en leasing, nous avons 10. 10. Donc, on a 2 737 9 MAX, donc on a trouvé l'acquisition en leasing. 2 737 800 dont dispose déjà Air Algérie, mais là c'est une nouvelle configuration donc, qui est quand même beaucoup plus moderne. Là c'est pour le moyen courrier et pour le long courrier, donc 6 appareils, 4 330, A330, 200, 300 et 2 A330, 90. Très bien. C'est une question très simple, très technique, c'est quoi le leasing? C'est pour permettre à nos téléspectateurs ici de comprendre. Une forme de location. C'est une forme de location. Ça se passe ici, si par exemple il y a des banques qui font du leasing. J'achète un véhicule, j'apporte une contribution initiale, l'ordre de 10-20%, ça peut aller jusqu'à 30%, et le reste, c'est comme un crédit. Le reste, je le paye en location, étalée sur une période donnée, sur 3 ans, sur 5 ans. Oui, parce qu'on et à la fin, parce qu'au départ, la carte grise est inscrite au nom de la banque. Effectivement. Et à la fin, quand le bénéficiaire termine toutes ses traites, il devient propriétaire. Il devient propriétaire. C'est pareil pour les... Enfin, on l'a connu avec le matériel de travaux publics au début, avec par exemple. Banque. Oui, oui. Merci beaucoup. Mais ce qui est, il y a en plus dans le domaine de l'aérien, ce qui est très avantageux, c'est que le leasing ne donne pas forcément droit ensuite à la propriété. Je m'explique, c'est-à-dire que l'appareil, la compagnie va l'utiliser, d'accord, elle peut le rendre ensuite et ramener un appareil neuf. D'accord, donc c'est énormément d'avantages. Mais il y a une condition dans le leasing, et c'est ça, le leasing est profitable que si les avions volent en permanence. Oui, bien sûr. Et pour que les avions volent en permanence, il faut qu'il y ait effectivement un hub. Donc en Algérie, au moins 1 ou 2 hubs. Un fleuve nord, un fleuve sud, et il faut pouvoir faire donc ramener des passagers du continent africain pour les emmener par exemple vers l'Europe, ou alors mieux encore, et il y a des compagnies qui ont fait des études sur ça, c'est la situation de l'Algérie, c'est de ramener des passagers du Moyen-Orient ou de l'Asie vers l'Amérique du Nord. Donc effectivement, la position de l'Algérie fait qu'on peut aller vers les deux destinations. Merci beaucoup. Donc on entame la deuxième partie de notre émission. Cette semaine, enfin c'est la fin de la semaine passée ou le début de cette semaine, donc nous avons suivi le discours du chef d'état-major, Saad Chingriha. Donc c'est un discours franchement anti-extrémiste. Donc il a parlé de la manipulation de la religion à des fins de pouvoir et surtout de violence. Et donc Yassine, à quoi répond ce discours, surtout qu'on a, depuis les années 90, on n'a pas eu un discours aussi cru contre l'extrémisme. Il n'y a pas de nouveauté dans tout ça, c'est une réaffirmation d'une position de l'Algérie, pas uniquement de celle de l'armée, c'est tout l'État algérien qui est mobilisé contre l'extrémisme et la manipulation des religions, bien d'autres concepts, pour semer la violence, déchirer la société. Avant ça, il y a eu Chetab al-Karahia, il y a eu une loi qui
qui réprime la violence verbale, parce qu'il y a plusieurs formes de violence. Il y a la violence physique, des gens qui prennent les armes contre l'État, contre les institutions du pays. Là, c'est une forme de violence. Il y a aussi la violence verbale que l'État doit réprimer, parce que c'est incroyable. Donc, la position de l'État algérien, c'est connu, elle est toujours, elle fait face à l'extrémisme, surtout l'extrémisme religieux qui a été un métier chez certains. Ils le pratiquent depuis des années. Donc, un gars comme Ali Belhaj, Doula, les droits civiques sont restreints. Il trouve le moyen d'aller rassembler les gens et tout ça, il doit se conformer à la loi. Et donc, il fallait mettre un point sur ça. Et c'est une bonne chose que le chef d'état-major a rappelé, qu'on ne doit pas tolérer l'extrémisme. On a passé 20 ans à faire la guerre à l'extrémisme. Maintenant, les choses commencent à se tasser. Nous avons une société qui a tiré les leçons de l'extrémisme, du discours violent vers les citoyens. Donc, خلاص. Donc, اللي حاب يصلي يروح يصلي. اللي حاب كل واحد il pratique sa religion comme il. Mais allez كما كانوا يديروا لنا هذاك كافر هذاك لازم نكذا. Non. Il y a une séparation entre la religion, qui est un droit pour chaque citoyen, et l'extrémisme qu'on doit réprimer avec toute force. Justement, c'est ça qui est intéressant dans le discours. Parce qu'il y a eu Il a bien précisé qu'il ne s'agit pas de la religion, ce qui est une aberration si on parle de religion. Il a parlé de manipulation de la religion dans son discours. Oui, il y a des gens qui manipulent l'identité, d'autres la religion. C'est-à-dire que c'est l'extrémisme, qui soit au nom de la religion ou là au nom de l'identité. Et c'est quoi ça? On est tous des citoyens algériens. Il n'y a pas de raison de commencer à se tirer dessus avec ces histoires d'appartenance ethnique ou là. Non. Donc, il y a eu des commentaires, j'ai vu un peu partout à Agdar, où les gens faisaient de l'amalgame. On dirait qu'ils voulaient montrer que le chef d'état-major ciblait les gens de la religion, non? Non, mais c'est justement, ça veut dire l'objectif. Enfin, j'ai posé cette question. Des millions de fidèles, pourquoi? Ça, c'est un rite religieux. Ouais. Le chef d'état-major, dans son discours, il parlait de l'extrémisme. Ça, c'est connu, on a connu. C'est ça, j'ai posé la question justement, pourquoi ce discours? C'est pour justement clarifier la chose. Ça veut dire, c'est pour dire qu'il s'agit d'une manipulation de la région à des fins qui ne sont pas religieuses, ça veut dire à des fins de pouvoir et de violence surtout. Parce qu'il a rappelé les années 90 où les gens, au nom de la religion, essayant de manipuler la religion pour prendre les armes contre l'État. Ça veut dire ça, il l'a précisé. C'est pour ça que j'ai posé la question. Tarek, juste une question dessus. Pourquoi en ce moment? Est-ce qu'on a des signes apparents? Je pense qu'il y a des signes. Je pense qu'il y a, si des le signes. chef d'état-major réagit, donc c'est que vraiment il y a des signes. Il y a premièrement le personnage, l'individu dont tu as parlé, Yassine, donc Belhaj, il y a eu des sorties récemment, bien sûr, tout ça à travers les réseaux sociaux. Et ça reste quand même quelqu'un qui, pour certains, reste une référence. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi, mais bon, merdiesh. En plus, il y a certains indices, on l'a vu durant le mois de Ramadan, il y a un individu aussi assez jeune qui a fait une intervention qui a été filmée par un de ses amis, Khardjin Tarawih,
راح la Grande Poste, chef Nes Zahien, dans un événement organisé par les autorités locales, permettre aux familles de respirer, de passer des soirées dans un lieu sécurisé en plein centre-ville. Et lui a une réaction très... c'est pour dire كلش كفر كلش حرام كلش. Il y a ça, il y a aussi... Il y a aussi un phénomène... la question aussi qui est en train de remonter, des gens qui appellent à la séparation entre les hommes et les femmes dans les bus, etc. Donc, voilà, par exemple, à Djidjel, la Blida aussi dernièrement. Tout ça, c'est des indices qui sont... À un certain moment, il fallait mettre le haut là. Il me semble que c'est un message qui est adressé. C'est un message clair. Puis, à tous les manipulateurs de la santé. La violence physique. Il y a eu 3 imams qui ont été agressés en un mois. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est quoi ça? Donc l'État ne peut pas tolérer tout ça. Juste une précision par rapport aux 6 imams. Pourquoi ils ont été agressés? Est-ce qu'on a des détails sur ça? Bon, on ne connaît pas les motivations. Mais parce que pour le moment, tous les imams, surtout les imams désignés par le ministère, c'est des gens qui ont un discours enfin, ils ne parlaient que de religion, ils n'ont pas s'immiscé dans le domaine politique ou autre. Donc si j'ai bien saisi, probablement c'est des militants, enfin des militants entre guillemets, qui les auraient agressés. On ne connaît pas les motivations, mais c'est un phénomène quand même. L'imam dans sa mosquée, il est agressé. C'est quoi ça? L'État ne doit pas tolérer ce genre de comportement. Qui ما تقلقنا على l'infirmière اللي يروحوا يضربوها في l'hôpital, كيف l'enseignant à l'école, l'imam, il pratique ses fonctions, non pas à l'agresser par rapport à une divergence dans les idées et tout. Bon, il y a des divergences dans tous les cas. Mais ce n'est pas une raison pour agresser les gens. D'accord, très bien. Donc, juste, enfin, je voudrais bien qu'on essaie de décortiquer un peu plus le sujet. Donc, est-ce que tous ces agissements, n'ont pas de relation avec la prochaine échéance électorale, par exemple? C'est une question que je pose. Sincèrement, je ne pense pas, parce que c'est plus des phénomènes... je vais dire, c'est plus un phénomène social, c'est un phénomène... Puisque si on dit Bliss a une relation avec l'échéance prochaine, dans son discours, il ne parle pas des partis politiques agréés. Non, justement, c'est ça, justement. Alors que l'élection, c'est quoi? C'est ouvert aux partis politiques agréés, c'est-à-dire, je ne vois pas qui pourrait profiter de ce type de discours pour en faire un usage politique. Ça, c'est des choses quand même qui ont été complètement dépassées en Algérie. D'accord. Il y a effectivement des partis politiques qui ont, on va dire, une certaine idéologie liée à l'islam, mais c'est pourtant interdit par la Constitution. La Constitution ne reconnaît pas tout ça. Donc, les partis dits régionalistes ou de la mouvance islamiste. Mais il y a effectivement une partie des partis politiques, formations politiques, qui mettent en avant cette idéologie. On voit que ce sont quand même des partis politiques qui une certaine, on va dire, clairvoyance et en comprenant que l'islam politique n'a plus raison d'être ici en Algérie. Donc vraiment, je réponds à ta question, ça m'étonnerait que ça soit lié à cette échéance. Yassine, toi qui as vécu les années 90, on n'a pas eu ce genre de signe avant que le... Non, c'était l'affaiblissement de l'État. Quand il y a un État qui est faible et qui n'arrive pas à imposer ses lois, c'est tout à fait logique qu'il y ait des débordements. Maintenant, l'État est fort, on ne peut pas reprocher aux instances le problème de légitimité ou la haja wahda akhra. L'État est légitime, mais depuis le temps, tout est rentré dans l'ordre. C'est pour ça que
جماعة المرحلة الانتقالية يغيطوا لنا الحكاية هذه. نو دركا سي au niveau de la commune ou bien le maire prend ses responsabilités, assume ses prérogatives, il peut le faire. Mais s'il y a une faiblesse au sein des institutions de l'État, il y a toujours des gens aventuristes qui veulent déstabiliser le pays en tenant compte justement de la faiblesse de l'État. Mais quand il y a un État fort, il y a les lois. Ou bien on se conforme, ou bien il y a mille et une façons de réprimer ces actions-là. Mais surtout les sorties, c'était pour tâtonner un peu le terrain. On va voir quelle réaction. Et là, ça veut dire qu'il met en défi tout l'État. Mais il a toujours été dans cette démarche. Bon, on ne va pas se focaliser sur le personnage. Oui, je parle du comportement. Donc, maintenant, les choses sont claires. Aller dans le défi des institutions de l'État, c'est clair. Donc, à travers les lois, à travers les déclarations, tout est clair maintenant. Merci beaucoup. Donc, on va essayer d'évoquer une autre problématique, pas politique. Ça n'a rien à voir avec les idéologies. On est au mois d'avril, il fait déjà chaud. Donc, disons que enfin, c'est une problématique mondiale. Il y a la problématique de l'eau à l'horizon. Donc, le secteur de l'eau, c'est un secteur qui a pris beaucoup d'essor, avec beaucoup de réalisations. On aurait pu l'aborder sur le plan religieux, mais ça Istisqa, il n'y a pas de... Je préfère pas, parce que je préfère parler des réalisations, parce qu'il y a énormément de réalisations qui ont été réalisées, faites. Et c'est une question très simple, très directe, ça concerne tous les citoyens. Que feront les pouvoirs publics pour faire face à une crise de l'eau, surtout avec ces chaleurs annoncées d'ores et déjà? Oui, il y a déjà les chaleurs et puis la pluviométrie cette année a été très faible, le niveau des barrages mitch. Et puis, bon, écoute, Salat l'Istisqa, le ministère des Affaires religieuses a fait un communiqué dans ce sens pour prier pour que les pluies viennent. Mais en attendant, il y a un problème. Comment gérer l'eau pendant l'été? Il y a un manque d'eau et puis les réalisations, c'est-à-dire, je l'ai évoqué, c'était la première émission d'Angle Mort. J'ai évoqué le cas des stations de dessalement d'eau de mer. Donc, les 11 stations qu'on a réalisées auparavant, ça a pris 20 ans pour produire 1 million de mètres cubes jour. Donc, conscient de ce déficit, le président Tebboune a décidé de réaliser 5 stations avec une capacité d'1 million de mètres cubes jour le plus rapidement possible. Bon, ces stations vont un peu soulager le réseau, mais n'empêche que nous avons besoin de pluie. Et ces pluies se font rares ces derniers mois, donc il va falloir gérer tout ça, essayer de trouver de nouvelles formules. Les solutions existent. Il faut développer certains mécanismes pour la récupération, pour la récupération surtout secondaire et tertiaire. Essayer de la ressource aussi. La ressource, et puis essayer d'imaginer une issue pour les stations d'épuration qui ne recyclent pas l'eau. Donc pour l'agriculture, il y a tout un travail à faire et
même sur le plan sensibilisation, on doit sensibiliser les consommateurs, les citoyens pour dire essayer de réduire les consommations, éviter les abus, les gaspillages. Donc, c'est un geste citoyen qui peut aider à affronter cette situation. Est-ce que pour le moment on a les capacités de faire face à la... Sincèrement, pour cet été, je suis très sceptique, c'est-à-dire que ça va être quand même très difficile. Il y a des régions entières des villes qui sont alimentées à travers des forages. Les forages, c'est de l'eau aussi, c'est de l'eau de pluie. Hein. Voilà, c'est des nappes phréatiques qui n'ont pas été renouvelées parce qu'il n'a pas assez plu. Et quand on parle de... Surtout qu'on n'a pas le droit d'utiliser toute cette... Bien sûr. Parce qu'il y a des générations... Bien sûr. Alors dans le sud, oui. Ça leur appartient. Dans le sud encore plus, bien sûr. Il y a la problématique de l'eau. On peut trouver des solutions à travers le dessalement, des unités de dessalement, mais ça concerne les villes du littoral. C'est-à-dire il y a des villes qui se trouvent... Surtout le problème se situe aussi Fléau-Plateau. Alors, Fléau-Plateau, il faut plus de barrages. Un barrage coûte cher, mais en plus, ça prend du temps. En plus, un barrage seul, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait transfert d'eau, il faut qu'il y ait tous les systèmes de transfert. Je pense qu'il faut revoir la stratégie. Il y a une stratégie qui a été développée à partir de 2005-2006. Elle a été mise en œuvre. Elle a atteint certains objectifs, mais maintenant, il faut trouver une autre stratégie pour assurer l'alimentation de l'eau. La question du recyclage de l'eau, elle est très importante. La réutilisation, soit dans le domaine agricole, le domaine industriel, etc., c'est quand même très, très important. Il ne faut pas oublier qu'on a fait un choix industriel qui est très consommateur d'eau. Les hydrocarbures consomment énormément d'eau. L'acier, tout ça, c'est aussi des modèles industriels qui consomment de l'eau. On va aller vers la transformation du phosphate. Alors là, ça va être très compliqué parce que dans la région de Tébessa, où il y a déjà un stress hydrique qui est très important, et la région de Sogaras aussi, puisque c'est ça un peu les deux pôles pour la transformation du phosphate et déjà l'exploitation du phosphate, on va avoir un problème d'eau. Il y a un barrage, par exemple, qui n'est pas très éloigné de la région de Bel Atel, où est concentré le gisement. C'est le barrage de Safsaf el-Bousra, qui est déjà problématique parce qu'il ne se remplit pas totalement. Donc, en fait, c'est pour ça que je parle de stratégie. Il faut intégrer dans cette stratégie la consommation humaine, l'agriculture et le phosphate, c'était prévu qu'il y ait une station de dessalement d'eau de mer dédiée à cette industrie. Dans la région de Skikda. Voilà. Donc, par rapport à ça, les gens ont bien imaginé le projet, mais n'empêche que le point essentiel, c'est la pluie. Tant qu'il n'y a pas de pluie en volume important, ce sera difficile d'affronter. Déjà, pour l'agriculture, on a vu que déjà, il y a certains agriculteurs qui commencent à tirer la sonnette d'alarme. Donc, certaines régions souffrent un peu de ce stress hydrique. Espérons qu'il y ait des pluies dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Généralement, la saison des pluies en Algérie, c'est, on va dire, octobre jusqu'à mars, plus tard avril. On a vu que cette année, c'était vraiment très peu. Enfin, la crise, elle est mondiale, elle ne concerne pas uniquement l'Algérie. Non, l'Europe, par exemple, j'ai vu hier sur une info, Tesla a annulé le projet d'une usine de batterie en Allemagne à cause du problème de l'eau. L'Arabie Saoudite est en train d'échanger le pétrole contre l'eau. Il y a un deal avec l'État français pour échanger l'eau contre le pétrole saoudien. Donc c'est un problème universel. Il y a l'ouest des États-Unis qui souffre
énormément du stress hydrique. Il y a beaucoup de pays européens et le changement climatique. Donc, chaque pays doit affronter les choses. L'Albien, qui peut être une solution de dépannage, oui. Parce que c'est une eau qui n'est pas recyclée, donc, mais c'est loin. Il faut un transfert, on peut forer dans l'Albien. L'Algérie dispose d'appareils de forage capables d'aller vers l'Albien. Mais le problème, c'est les transferts. Comment transférer toute cette eau vers les zones qui sont dans la nécessité. Bon, ça reste une option. Je pense qu'on a des spécialistes pour ça qui connaissent à peu près le dossier. Ils peuvent trouver des solutions. Mais tu as raison pour une chose. C'est le rapport que nous avons, nous, Algériens, à l'eau. La façon dont on utilise l'eau. On connaît tous le phénomène, une fois par semaine, 2 fois par semaine, la ménagère, surtout les عندهم des villas, c'est-à-dire c'est des centaines et des centaines de litres. Ceux qui lavent leur voiture, c'est-à-dire essayer de trouver quand même des solutions. Il faut aller vers l'éducation. La sensibilisation. Oui, la sensibilisation, l'éducation, c'est l'école. C'est le mouvement associatif, c'est les institutions. Il y avait des tentatives par le passé, mais enfin, je trouve que ce n'est pas suffisant parce qu'on ne peut pas parler d'une chose, enfin de l'eau, qui est une ressource aussi précieuse que l'eau. On en parle une fois par an, on sensibilise les gens par rapport à... Oui, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi aller vers, au maximum, atteindre le prix réel de l'eau. C'est-à-dire dire aux gens, voilà, vous consommez un produit qui est précieux, qui met un contrôle, donc il faut mettre le prix. Non, si on revient à cette problématique légale, déjà le prix de l'eau n'a pas été révisé depuis 2002. Par exemple. C'était après la loi sur l'eau. Et puis le Conseil supérieur de l'eau, depuis créé en 2006, il s'est réuni récemment, il y a à peu près une année et demie comme ça. Donc, c'est un secteur qu'on a négligé. C'est-à-dire, il y a aussi l'interconnexion, le problème qu'il y a entre l'ONA, l'Office national d'assainissement, et l'ADE. Je pense, je ne sais pas, c'est un avis parmi tant d'autres, je pense qu'il est temps de les fusionner pour éviter un peu la crise entre les deux, parce que le consommateur paye l'assainissement chez l'ADE et qui ne transfère pas. Et puis il y a des difficultés pour transférer. Et donc c'est un cercle un peu... Non, c'est dans la difficulté. Et puis, les situations d'abus. Il y a des gens qui dans des situations graves et tout, ils piquent l'eau. Donc, c'est elle où l'ADE يشوف قال يا ودي حالته حالة نزيد نقطع له الماء ونقطع له l'électricité, ça crée des tensions sociales. Donc, on laisse faire. Par rapport au détournement de l'eau et de l'électricité, c'est un phénomène. Donc, enfin, il y a aussi par rapport à l'eau, il y a plusieurs ministres qui ont évoqué la vétusté du réseau aussi. Le réseau. Il y a beaucoup de pertes. Oui, le réseau, les réinvestissements. Je pense que l'eau perdue dans les réseaux vient en premier avant les captages initiés, enfin pas les captages, non, ce qui est intéressant, c'est de voir la réactivité des gens, CA, l'ADE et tout. Maintenant, ils ont les numéros verts. S'il y a un citoyen qui constate une déperdition de l'eau, il l'appelle, ils réagissent très rapidement. Là où j'habite, ça fait une déperdition qui coule depuis 3 ans. Eh ben, tu aurais dû appeler. Enfin, c'est tout le monde qui a appelé, mais finalement, il y a beaucoup de travaux à faire parce que ça vient un petit peu du milieu de la cité, donc il fallait faire beaucoup de travaux. Et ça a un coût. Et ça a un coût, bien sûr, c'est une eau perdue. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Yassine, une autre question, c'est la dernière.
par rapport à tout ce qu'il a dit, après Garage Billet, tout ce qu'il est appelé à produire le fer plat. Le fer plat, c'est... Enfin, je pense que ce sera fait à partir du mois prochain, selon mes informations. Donc le fer plat, il est utilisé dans l'industrie automobile et l'électroménager. L'électroménager, oui. Donc j'ai parlé à des responsables de l'entreprise. Bon, j'ai demandé la situation de la JV qu'ils vont faire avec le groupe Manal pour faire le concentré du minerai à partir de la région de Béchar. Mais n'empêche que ils ne vont pas réaliser tous les objectifs du projet de Garage Billet parce qu'on cible quelque chose comme minimum 15-20 millions de tonnes par an, alors que l'unité de la JV, elle va traiter à peu près 1 million de tonnes par an. Donc on doit multiplier ces unités-là qui traitent le minerai pour atteindre un objectif important à l'avenir. Mais c'est déjà un bon pas de démarrer avec une expérience qui existe déjà chez Tosyali. Ils sont à l'international depuis des années. Le groupe Manal dispose aussi d'expérience non négligeable dans le domaine. Donc ça sera un bon projet qu'il faut multiplier à travers une trentaine ou une quarantaine d'unités. Et c'est pourquoi justement c'est le fer plat? Le fer plat, c'est un déficit. شوف عندنا l'acier لهنا عندنا الحجار qui fait plus la bobine. Le Hadjar est vétuste, il a manqué d'intérêt, puis pratiquement délaissé. On a le projet, la JV avec les Qataris, c'est un projet ambitieux, mais il est pour Bellara, oui, mais il n'est qu'à ses débuts. AQS, on a des usines de taille moyenne qui font le rang à béton, comme celui de Cévital à Oran. Il y a des petites unités aussi privées, à Rilizane, dans certaines régions. Mais le fer plat, personne ne le faisait auparavant. Donc c'est bien que Tosyali a avancé sur ce dossier. Au moins, on va augmenter les capacités nationales. Et on parle d'industrie de l'électroménager et la tôle, on l'importe de l'étranger. Au moins que la cuisinière algérienne va disposer d'un taux d'intégration meilleur que celui qui est actuellement. Et puis l'industrie, si on doit réfléchir à l'industrie automobile, on doit réfléchir sur... Assurer quelques produits. Voilà, donc il y a une interconnexion entre toutes ces industries-là et ce ne sera que bénéfique pour le pays à l'avenir. Très bien. Tarek, un mot sur ce projet, surtout avec l'industrie automobile. Comme Yassine, c'est le taux d'intégration. C'est ce qui va inciter les constructeurs à venir et ce qui va donc encourager plus d'ouverture vers cette industrie et permettre à terme, on l'espère, c'est-à-dire avoir une production nationale qui va suffire au marché national et peut-être aller vers l'exportation. Le potentiel, il est là, il y a tout ce qu'il faut pour que ça puisse réussir. Et la question de l'acier donc, est aussi très importante. Oui, mais tu vois, Garage Billet, on a quelque chose comme 3 milliards et demi de tonnes. Pour la tonne, on va le kharj. Donc, c'est pas cohérent. Maintenant, j'espère qu'ils vont aller très rapidement à Bellara sur le fer plat, mais il y a un déficit énorme sur ce segment d'activité sidérurgique. Donc, s'il démarre très rapidement, on va essayer d'atteindre l'autosuffisance sur ce produit-là. Merci beaucoup, merci pour toutes ces explications. Merci à vous d'avoir
Suivez notre émission, nous vous donnerons rendez-vous la semaine prochaine. Même chaîne de télévision CLM TV, même horaire. D'ici là, prenez bien soin de vous.